Dans un pays comme la France, on compte environ 7 millions de pauvres. On définit comme pauvres ceux qui ont moins d'argent que les autres. Et la pauvreté, elle a considérablement changé de visage. Elle a changé de visage en ce sens qu'elle s'est rajeunie. Et Frédéric d'Alsace parlait des jeunes. Les jeunes ont un taux de pauvreté de 50% plus élevé que la moyenne de la population. Donc quand il y a 12% de pauvres dans la population générale, il y a 18% de pauvres parmi les jeunes. Et la pauvreté, c'est tout d'un coup, progressivement en réalité, mais on s'en est aperçu tout d'un coup, équilibré entre la pauvreté de celles et ceux, pauvreté dite classique, de celles et ceux qui étaient pauvres sans travailler, c'est équilibré par compter autant de pauvres qui sont pauvres bien que travaillant. Et pauvreté ne rime ni avec oisiveté, ni avec inactivité. Pauvreté rime à moitié avec inactivité, à moitié avec activité. Si on a des mécanismes de création de richesse qui par ailleurs créent trop de pauvreté, que le prix à payer en termes de pauvreté est trop élevé, aucun mécanisme de compensation ne fonctionne. Vous savez qu'on est dans un système bancaire dans lequel, d'ailleurs dans un système en général économique, dans lequel plus on est pauvre, plus la vie coûte cher. Donc quand on est pauvre, le coût du crédit est plus élevé, on vous prête à 20%, quand vous êtes riche, on vous prête à 5%. De la même façon que si vous regardez les loyers, quand vous êtes pauvre, vous aurez des loyers plus élevés au mètre carré que quand vous êtes riche. Parce que les segments de marché, les jeux de l'offre, de la demande, toute une série de choses comme ça font que les petits logements auxquels vous ne pourrez que prétendre seront plus chers au mètre carré que les logements plus grands sur lesquels la tension entre l'offre et la demande sont moins importants. Donc, système immobilier d'un côté, système du crédit de l'autre. Donc, système du crédit dans lequel vous pouvez donc prêter cher aux pauvres, vous apercevoir que vous avez un taux de casse élevé qui peut à la fois vous poser des problèmes économiques un peu quand même, mais des problèmes moraux aussi, pourquoi pas, voire des problèmes d'image, et qui peuvent vous conduire à créer une fondation qui va donner un peu d'argent pour former des bénévoles qui vont ensuite aider les personnes que vous avez surendettées à s'orienter dans le dédale des commissions de surendettement. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'anti-social business. Et l'anti-social business est quelque chose qui est extrêmement présent dans nos économies. Il y a une manière de créer de la richesse dans des conditions dans lesquelles on est sûr en même temps de ne pas créer de la pauvreté. Voilà. Si bête que ça. Ça s'oppose à deux choses. Ça s'oppose au système dans lequel, que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel on crée de la richesse au prix de la création de l'appauvrissement de certains. Et ça s'oppose aussi à un mécanisme pur de subvention dans lequel on est structurellement en déficit et dans lequel on a besoin de compter sur la charité ou la redistribution, l'impôt, la solidarité pour pouvoir combler cela. Donc c'est un mécanisme économique dans lequel on construit, on crée, on vend, on produit, mais dans des conditions dans lesquelles à la fois ceux qui y travaillent, à la fois ceux qui achètent, ils trouveront plus que leur compte, et ils trouveront plus leur compte que celles et ceux qui peuvent être les détenteurs du capital qui crée cette activité. Moi, j'appelle ça l'économie marchande à but non lucratif aussi. Je ne sais pas si le terme est bon. Avec Younous, il n'aime pas le mot non lucratif. Mais je pense que c'est plus des questions de terminologie que d'esprit qu'on est d'accord avec ça. Et la première caractéristique de ce système-là est une différence absolue avec l'économie dite classique,
c'est qu'à chiffre d'affaires donné, plus il y a de gens qui travaillent, plus vous êtes content. Alors que normalement, ceux qui vous professent ici, ou ceux qui vous prennent en stage, ou ceux qui, etc., vous expliqueront qu'à chiffre d'affaires donné, plus la marge est importante, plus ils sont contents. Et donc on verra que ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une association, ça peut prendre la forme d'une coopérative, ça peut prendre la forme de toutes les structures économiques à but non lucratif, comme ça peut prendre la forme d'entreprises, de sociétés à but lucratif qui se mettent des contraintes supplémentaires, se choisissent d'autres contraintes, encore une fois, pas incompatibles avec le fait d'être des entreprises du secteur marchand, ou bien qui s'organisent pour avoir une partie de leur activité mise sous ce type de contraintes. Voilà ce qu'on essaye ce qu'on vous pourrez concrètement voir à travers ce qu'on vous présentera sur les entreprises d'insertion par l'activité économique, sur des associations, sur des grandes entreprises qui, souvent, pour les grandes entreprises qui, d'abord dans des pays en développement, ont eu de ce type d'activité, puis qui commencent à y penser pour des pays comme les nôtres, qui soit le font directement, soit le font en partenariat, en soutenant d'autres activités qui peuvent créer, soutenir des entreprises d'insertion qui sont à but non lucratif ou leur confier une partie de leur activité, etc. En fait, tout fonctionne comme si on était une économie dans laquelle il y avait une roue très très rapide à productivité élevée et à taux de rentabilité fort qui tourne vite et qui met dehors une partie de celles et ceux qui ont une productivité un peu plus faible, qui ne peuvent pas tourner aussi vite et qui se retrouvent renvoyés en dehors de la roue. Et pour eux, il y a une autre roue de la redistribution, du social, du RMI, des prestations, des indemnisations chômage, etc. Voilà. Et donc cette première roue tourne vite, produit un peu d'argent pour alimenter la deuxième roue. Mais ceux-là sont totalement à la périphérie, totalement exclus, totalement marginalisés, totalement stigmatisés, totalement peu reconnus, et puis s'emmerdent. Ceux-là tournent vite et trouvent que les autres les emmerdent. Et qui tourneraient plus vite si les autres étaient moins nombreux. Puis il y a un moment où cette roue-là est devenue tellement grande qu'elle a ralenti celle-là. Et qu'au fur et à mesure que celle-là se ralentit, celle-là, du coup, grandit. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle ralentit encore plus celle-là. Voilà. C'est clair, mon truc. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, le but du social business, c'est de mettre une roue dentée intermédiaire qui permet de dire qu'il peut y avoir un système, encore une fois, économique à exigence de rentabilité, à exigence de productivité un peu plus faible, mais pas nulle comme celle-là, et pas excluante comme celle-là. Et que du coup, il peut y avoir, dans un mécanisme à 3 roues, quelque chose qui peut fonctionner mieux. Et donc le social business, il s'inscrit là. Donc il a besoin de l'un, il a besoin de l'autre, mais il a besoin d'exister. Voilà. Et c'est ça ce qu'on va essayer de partager avec une... si on le fait, c'est de manière tout à fait intéressée, c'est parce qu'on a besoin de vous pour la roue du milieu. Que si vous êtes dans cette roue-là, que vous aidiez à ce que cette roue-là existe. Et si vous voulez, que vous pouviez vous inscrire directement dedans. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est vieux. On n'a pas attendu Frédéric d'Alsace, Emmanuel Faber, Martin Hirsch, etc. pour avoir ça en tête. Ça fait longtemps. C'est un concept, l'insertion par l'activité économique, etc., des concepts qui ont même vieilli avant de prospérer.
auxquels on a écrit, mais qui ont toujours été considérés comme tout à fait sympathiques, tant qu'ils restent marginaux. Tout à fait sympathiques parce qu'ils ne peuvent rester que marginaux. Tout à fait sympathiques parce qu'ils peuvent donner bonne conscience. Tout à fait sympathiques parce que ils sont exotiques. Tout à fait sympathiques parce qu'ils ne dérangent pas. Et donc la question est de savoir s'ils peuvent prendre une place chez le business plus importante, plus à la hauteur, plus à l'échelle, plus dynamique, plus ambitieuse, plus utile, plus forte, plus pérenne, plus durable, plus inventive, plus extensible, plus intégrée, plus reconnue, plus créative, plus nombreuse. Voilà. Ça le but. Plus diverse. Et donc de voir comment est-ce qu'on peut, en théorie, en pratique, tracer les sillons qui permettent de la faire sortir de sa boîte, de lui donner un ordre de grandeur, un poids qui soit suffisant. Donc on a pensé que pendant ce séminaire, on pouvait faire d'une pierre deux coups. On pouvait, nous, du côté de ceux qui vont vous parler, essayer d'abord de se parler entre nous. Et grâce à ce séminaire, on a une école de commerce dans laquelle ce n'était pas une matière traditionnelle, disons, ou des entreprises pour lesquelles l'implication a été plus ou moins récente, la conversion plus ou moins partielle, superficielle ou profonde, des acteurs dont l'intérêt est plus ou moins marqué, certains qui ont fait le passage de l'un à l'autre. Certains ont été dans la première roue pendant longtemps, d'ailleurs la poussé très fort avec tous les diplômes qu'il faut, comme les vôtres, avec les motivations qu'il faut, les rémunérations qu'il faut, puis à un moment donné sont passés dans la roue d'à côté. D'autres sont restés dans cette roue-là et en ont profité pour faire tourner la deuxième roue. Quoi. Mais on fait quelque chose un peu différent de la méthode habituelle qui consiste à éventuellement gagner beaucoup d'argent et faire un peu de charité. Moi, chaque fois que je parle, souvent, et que je parle de lutte contre la pauvreté à des chefs d'entreprise, ils me parlent du caritatif, dont je me fiche totalement. Quoi. Il existe déjà. C'est pas cela, c'est l'investissement social qui nous intéresse. C'est pas de trouver des formes de rachat d'indulgence. Il y a des papes pour ça. C'est pas de trouver des formes de transformation d'une autre charité organisée, etc. C'est de voir comment effectivement on peut faire prospérer un modèle économique dont certains voudraient qu'il soit alternatif, d'autres voudraient qu'il soit complémentaire, mais je pense que chacun voudrait qu'il ne soit pas, encore une fois, que marginal. Donc on essaie de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire nous rencontrer, y travailler, pousser que dans les entreprises, il se passe plus de choses qu'il n'y s'y passe spontanément, qu'au modèle juste de la concurrence du marché, on puisse avoir le modèle de l'émulation des initiatives, qui est un autre fonctionnement de la concurrence, qu'on puisse se faire des partages de bonnes pratiques, s'apprendre un certain nombre de choses, avoir donc à la fois une sorte de corpus de doctrine et d'un corpus de bonnes pratiques et des méthodes pour pouvoir pousser cela,
et en même temps essayer d'être contagieux vis-à-vis des générations qui viennent, de celles et ceux qui vont s'impliquer, s'investir, avoir des responsabilités, être armés dans la vie. Et vous devez savoir que plus on a les bons diplômes, les bons repères, les bons parchemins, les bons réseaux, les bons etc., plus on est capable d'être utile dans ce type d'activité, dans le social business, parce que plus on est crédible, plus on a les armes pour pouvoir le faire. Et donc d'utiliser les armes dont vous vous êtes doté, dont on vous a doté, dont vous avez voulu vous doter, pour essayer de les mettre au service de quelque chose qui soit, ce que je disais quand on avait introduit, non pas au service d'une sorte de schizophrénie, qui est je fais une partie des choses qui sont dans ma vie professionnelle, qui sont celles qu'on m'a apprises, dont je me demande si elles ont du sens, et qui m'interrogent, et l'autre partie, le soir, la nuit, à ma retraite, ou le week-end, ou pendant mon année sabbatique, je fais des choses qui vont essayer de soulager les effets de ce que j'ai créé d'un côté. Mais d'avoir plutôt, le social business, c'est une logique de reconciliation, de réconciliation, de deux aspirations contraires, opposées, et qui peuvent ne pas être contraires et opposées. L'intention est de sortir du charitable et du misérable, on l'a compris. L'intention est aussi de sortir d'une certaine manière de la morale, il faut s'en expliquer, il faut sortir de rapports coupables à la pauvreté, à l'idée de pauvreté, à la représentation de la pauvreté, aux pauvres eux-mêmes. Je pense qu'on doit sortir effectivement de ce rapport en termes de relations sociales, et c'est le travail du sociologue, pour investir effectivement un nouveau champ qui n'est pas seulement celui de l'activité économique, mais qui est un champ, et c'est pour ça qu'il est aussi politique, qui est celui du vivre ensemble, si possible, effectivement, en produisant le moins possible, et c'est un nouveau terme, de système, de dispositif, de logique, de processus d'exclusion d'individus, et souvent de leur famille. À partir de deux domaines que je connais mieux et qui vont m'aider, je vous invite, je vais faire en sorte que vous me suiviez quelques instants, deux domaines que je connais bien, cette fois-ci, sur lesquels j'ai fait des recherches, publié des livres, etc. Le premier, qui est le domaine des discriminations tout court, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur les discriminations raciales, ayant publié par le passé un livre qui est parfois maintenant en bibliographie, j'en suis très content, qui s'appelle « Le racisme au travail », et d'un autre côté, le domaine de l'éthique, et en particulier, à partir d'une entrée en ce qui me concerne, qui est l'éthique clinique, qui s'intéresse beaucoup au champ médical, et évidemment, on ne voit pas la correspondance immédiatement, mais je vais m'en expliquer, en tout cas, pour saisir l'idée d'éthique. L'idée d'éthique étant ramenée, vous le verrez, beaucoup plus autour de l'idée d'action, de l'action qui n'est pas une action morale, qui est une action sociale, mais qui permet à des individus de se réaliser. Et je terminerai sur l'idée d'entreprendre, et je défendrai la liberté d'entreprendre aussi fortement que si j'avais à défendre la liberté de la presse ou la liberté de penser, la liberté d'entreprendre qui est une donnée fondamentale de l'idéal démocratique, si tant est que cette liberté d'entreprendre permet d'enrichir la collectivité et de se réaliser éventuellement comme entrepreneur et donc comme sujet, pour prendre le vocabulaire un peu d'aujourd'hui dans la sociologie, la philosophie politique, le sujet au sens d'un individu qui se réalise en ayant conscience de ses actions, eh bien la liberté d'entreprendre est d'autant plus, non pas utile, c'est justement le terme qui peut nous gêner, et d'autant plus contributive à cet idéal du vivre ensemble qu'elle permet précisément des rencontres avec l'autre et de travailler dans des relations avec l'autre. On entreprend d'ailleurs rarement seul, et bien souvent, et les plus grandes ou les plus belles entreprises des dernières années, des dernières décennies, rappelons-nous, a été aussi l'histoire de 2-3 copains au fond d'un garage qui inventent l'ordinateur, et on sait toutes les conséquences que ça a pu avoir. C'est de l'entreprise, c'est une liberté d'entreprendre, et c'est une formidable dynamique sociale qu'il faut non seulement respecter, mais qu'il faut encourager. Ça reste très intéressant de se demander quel est le modèle économique d'équilibre auquel on doit aboutir sur le secteur de l'insertion par l'activité économique ou un sous-ensemble type entreprise d'insertion. Il est probable que le modèle d'équilibre, il n'est pas 100% autofinancement ou 100% financement par le marché. Mais par contre, on voit bien que dès qu'on commence à se poser des questions de critères de performance, on est tout de suite dans des contradictions ou dans des difficultés ou dans des risques d'effets pervers. Donc, essayer de comprendre
quel est le bon modèle économique, quelle est la bonne mixité de financement, quels sont les critères de performance et surtout comment ça peut se développer, c'est-à-dire au fur et à mesure que ça se développe, est-ce qu'il faut qu'à 1 euro d'argent privé de développement de la structure arrive 1 euro d'argent public qui l'abonde ou est-ce que c'est un autre rapport et comment le développement suit. Ça, je pense que c'est une recherche intéressante et qu'elle sera utile. L'objectif de la recherche n'est probablement pas d'essayer de démontrer comment est-ce que ces modèles peuvent s'autosuffire, mais par contre, comment est-ce que les recettes propres font levier sur des recettes publiques et réciproquement, ça c'est probablement très utile. Après, sur la deuxième question qui est beaucoup plus globale, d'abord le social business dans les pays développés, ça sert à faire en sorte que les filets de sécurité redeviennent des filets de sécurité temporaires, c'est-à-dire que les personnes aient la possibilité d'en sortir et n'y restent pas. Deuxièmement, il y a tout un axe de la réflexion qui est quel modèle de consommation pour ces personnes, parce qu'on est sur des volumes de personnes qui sont en fait non négligeables. Et donc, ces gens qui vivent avec des tout petits revenus, de la solidarité complétée éventuellement par des revenus propres, et qui sont plongés dans la société de consommation comme tout le monde, quel est le modèle de consommation qui est viable pour eux? Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises à leur trouver un modèle de consommation, parce que sinon, c'est vraiment... on place des gens dans une situation de frustration, de colère, d'amertume, de rejet de la société collective qui est insoutenable pour tout le monde. Et donc, comme on ne va pas monter le montant des minima sociaux pour arriver à 2 000 € et que la fuite en avant entre minimum social, salaire minimum, etc. est impossible, et que vivre avec 447 € par mois, c'est quand même pas forcément évident. Est-ce qu'il y a un modèle de consommation possible? Est-ce qu'il y a moyen au moins de rendre la consommation soutenable dans cette tranche de la population? Est-ce qu'il y a une responsabilité à faire un effort pour qu'il y ait des produits? C'est quand même aussi une question. Donc au moins ces deux questions-là. Comment faire en sorte que ce soit un sas, une période transitoire, que les gens qui sont dans cette situation n'y restent pas? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un modèle de consommation soutenable? Je pense que ça fait au moins deux grandes questions qu'on peut se poser dans les pays développés.